Aujourd'hui, notre réflexion va nous mener vers d'autres périodes historiques. L'histoire va entrer en jeu d'une manière beaucoup plus affirmée encore que les 2 journées précédentes, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir d'abord Alexandra Bidet, qui est sociologue, et qui a travaillé parmi ses nombreux travaux. Il y en a un qui avait plus particulièrement retenu notre attention. C'était son travail de commentaire et d'édition de la formation des valeurs de John Dewey. Plusieurs fois, hier et avant-hier, ce nom a été cité, aussi bien d'ailleurs par ceux qui parlaient que par les intervenants dans la salle. Le nom de John Dewey est apparu et aujourd'hui, nous allons comprendre, grâce à Alexandra, pourquoi sa lecture est absolument requise et indispensable à notre réflexion aujourd'hui. Et puis, nous allons accueillir Laurence Fontaine, qui est une historienne, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire économique et sociale de la période moderne. Moderne, c'est-à-dire pour nous historiens, cela veut dire après, entre la Renaissance et le XXe siècle. Et parmi ces nombreuses publications, il y en a une qui nous a semblé particulièrement pertinente, c'est l'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle, puisque dans les 2 journées précédentes, nous avons fait allusion seulement à la question des croyances, de l'élaboration des croyances, à la question du crédit et évidemment, nous avons rencontré à cet égard le travail de Laurence Fontaine. Voilà, donc ce que je proposerais, c'est que dans un premier temps, Alexandra Bidet prenne la parole, puis Laurence Fontaine la suivra et ensuite nous aurons une discussion j'espère aussi animée et aussi riche que celles qui ont eu lieu les 12 journées précédentes. Merci. Donc, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Alors, John Dewey, c'est en un sens, pour le présenter de manière très très grossière, le philosophe peut-être américain le plus important du XXe siècle. Il a été en activité pendant à peu près quasiment un siècle, il est né en 1859, mort en 1952, et il a produit une œuvre qui a couvert bien des champs, l'esthétique, l'éducation, la politique, la logique, la morale, la religion même. C'est aussi un homme d'engagement, cela a été un homme d'engagement de manière extrêmement manifeste. Il a participé au mouvement syndical enseignant, à de nombreuses associations. Il a été président, par exemple, de l'Association américaine de psychologie, de celle de philosophie également. Il a milité pour le vote des femmes, il a soutenu des candidats progressistes à la présidence américaine. Il a contribué à la lutte contre les totalitarismes, à Berlin comme à Moscou. Parmi ses nombreuses activités, il a aussi, par exemple, présidé la commission d'enquête sur le procès de Trotsky à Mexico en 1938. Ça a été la commission Dewey. Excusez-moi de vous interrompre, il ne faut pas parler trop vite parce que les traducteurs... D'accord. Et puis pour nous aussi... D'accord. De même, il est toujours perçu de par le monde comme le porte-parole et peut-être le symbole de l'éducation progressive en Amérique donc et plus largement. Alors, d'une manière très générale, ce qu'on peut dire, c'est que sa réflexion philosophique nous propose de ne plus opposer d'abord l'esprit et le monde, mais aussi la pensée et le corps, le travail et l'action, l'art et la vie, ou encore la raison et les valeurs, comme on va le voir plus précisément dans le cours de mon exposé. Donc, ce faisant, il a vraiment pris le contre-pied de toute une tradition idéaliste, particulièrement développée sur le continent européen. Alors, en matière économique, John Dewey a peut-être avant tout affirmé très fortement qu'une philosophie qui ne prendrait pas en compte l'entreprise économique et sa signification humaine n'est qu'une vaine gymnastique intellectuelle. Donc, il place vraiment les questions économiques, en quelque sorte, au cœur d'une philosophie vraiment intéressante, en quelque sorte. Alors, par exemple, il a vécu évidemment pendant la crise de 1929, durant laquelle il constatait déjà que le succès financier et les standards monétaires tendaient à dominer les registres d'évaluation et de valuation, je vais venir à cette distinction, en vigueur dans la société américaine. Alors, plus largement, ce qu'on trouve chez Dewey, c'est une critique de la conception individualiste et utilitariste de l'action,
qui domine assez largement la pensée économique. Il va critiquer par exemple aussi toutes les formes de concentration des revenus et des modes ou un système économique qui lui semble particulièrement mal organisé. En particulier, il va considérer que les potentialités éventuellement démocratiques, aussi bien de l'entreprise que du travail, ont été artificiellement restreintes, artificiellement redirigées par les entreprises, et qu'il y a, dans ce contexte-là, besoin véritablement de pouvoir mener des enquêtes sur ce qui compte, sur ce à quoi nous tenons, en matière économique, en matière de consommation et de production, pour essayer de découvrir en quelque sorte véritablement le potentiel démocratique de la sphère économique elle-même et du travail. Alors, il va également considérer que cette nécessité est une nécessité d'autant plus importante qu'en croît la complexité de nos systèmes économiques, quand les effets que produit les effets de la production sur notre environnement sont des effets de plus en plus croissants et en même temps de plus en plus difficilement saisissables, de plus en plus indirects. Dans ce cadre-là, par exemple, il écrit « Dans une société devenant toujours plus organisée, il existe un besoin de pensée associée pour prendre en compte la réalité de la situation et pour élaborer des politiques ayant un intérêt social. » Alors, pourquoi lire Dewey? C'est la question qu'on m'a posée. Pourquoi lire Dewey? Peut-être d'abord parce qu'il revisite la question des valeurs dans une théorie qui veut nous aider à œuvrer à la démocratisation de nos institutions et notamment de nos institutions économiques. Alors, quand je dis qu'il nous propose de revisiter la question des valeurs, il nous propose même une théorie de la valeur, en quelque sorte une théorie de la formation des valeurs, mais qui n'est pas une théorie toute faite de la valeur. Au contraire, ce à quoi il nous invite, c'est à participer à un programme à réaliser. Et la théorie qu'il nous propose par rapport à ce programme-là, elle se présente un petit peu comme un moyen. Il nous propose un moyen pour très précisément essayer de multiplier des enquêtes sur ce que nous désirons et ce que nous voulons vraiment, sur ce à quoi nous tenons. Tout en nous disant que cette théorie, donc, ce faisant, est une théorie qui est, en tant que moyen, qui est amenée à être développée et perfectionnée dans et par l'usage. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une théorie toute faite qu'il nous propose, c'est quelque chose qui est destiné à amorcer véritablement un programme qui, en un même mouvement, participera à la démocratisation de nos institutions et en même temps à élaborer ce qui ressemblerait un petit peu plus à une théorie finie de la valeur. Alors, l'enjeu pour Dewey, cette théorie de la formation des valeurs, c'est un enjeu, je l'ai déjà un petit peu signifié, qui est d'emblée considérable. Pour Dewey, on peut dire qu'il y va de la possibilité même d'appliquer la méthode de l'intelligence collective, à la conduite de la vie humaine et à la conduite également de la vie sociale, bien sûr. Il y va de la possibilité, nous dit-il, de sortir l'orientation du changement social du domaine de l'accidentel, du domaine de l'arbitraire, ce qui est une autre manière pour lui de désigner les habitudes irrationnelles, les intérêts de classe, les pouvoirs établis ou encore les institutions traditionnelles. Toute chose qui, considère-t-il, nous porte en effet à affirmer des valeurs ultimes, bien plus qu'à enquêter sur les valeurs, sur ce à quoi nous tenons. Autrement dit, ces habitudes irrationnelles, ces intérêts de classe, ces pouvoirs établis ne nous incitent pas à traiter les problèmes sociaux ou les maux sociaux ou les questions sociales en les soumettant à de véritables enquêtes, mais bien plus souvent, elles ont tendance à les ramener à des causes morales générales, du type l'homme serait mauvais, il serait méchant, il serait égoïste. Autrement dit, elles nous incitent souvent à aborder les problèmes en termes de blâme et d'approbation morale, au lieu de les soumettre à de véritables enquêtes, à une exploration et une expérimentation collective, laquelle, pour Dewey, est vraiment seule à même de rendre vivante la démocratie entendue par lui, bien sûr, comme forme de vie, et non pas comme système institutionnel, comme forme de vie où tout un chacun participerait à la formation des valeurs régulant la vie collective, c'est-à-dire participerait à la production, nous dit-il, et à la direction des institutions sociales sous lesquelles, dans lesquelles, avec lesquelles il vit. Alors, le propos de la théorie de l'évaluation de Dewey est de nous montrer qu'il n'y a rien
on peut le présenter en un premier temps comme ça, et nous montrer qu'il n'y a rien dans l'évaluation ou dans la valeur qui soit par nature récalcitrant à l'enquête et au jugement. Alors, en disant ça, on dit aussi qu'il s'oppose de manière vraiment frontale aux deux conceptions peut-être dominantes en matière de valeur, en tout cas qui étaient dominantes à son époque, et je pense qu'on peut considérer qu'elles sont toujours extrêmement présentes. D'une part, toutes les approches qui font des valeurs des absolus, des universaux, des choses qui s'imposent de manière impérative. Et d'un autre côté, les approches qui, au contraire, voient dans les valeurs des jugements arbitraires, des préférences ineffables, individuelles, qui ne seraient ouvertes finalement qu'à des formes d'introspection. Il faudrait vraiment aller dans l'individu pour saisir ses préférences, en l'occurrence. Alors, Dewey, là, prend le contre-pied de deux principaux courants, très en vogue à son époque, le positivisme logique d'une part, les théories émotivistes de l'autre. Alors, les théories émotivistes, effectivement, c'est la deuxième grande approche que j'ai évoquée, qui donc rabat les valeurs sur des émotions, des sentiments, à la fois arbitraires, ultimes, inamendables, incommensurables entre elles. C'est des exclamations du type « c'est beau », ce serait en quelque sorte un petit peu comme rougir, ce serait manifester une émotion. C'est un petit peu l'idée dans cette perspective-là. Alors par rapport à ces deux approches, Dewey essaye vraiment de sortir d'une définition négative des valeurs qui tend ainsi à leur refuser le statut de proposition, qu'on pourrait dire vraie ou fausse. Définition négative qui, dès lors, nous dit-il, prive les questions politiques et morales de la possibilité même d'un traitement intelligent. Alors, précisément, comment sortir d'une définition négative des valeurs qui, par exemple, va avoir tendance à déprécier les valeurs par rapport aux normes, considérant que les normes seules pourraient faire l'objet vraiment d'un usage public de la raison. Pour cela, Dewey va s'intéresser à la formation des valeurs, dans un mouvement donc qui déplace un petit peu l'intérêt de la question des valeurs à la question de leur genèse, du mouvement de leur émergence. Et d'abord, la première chose vraiment très importante, c'est qu'il nous dit que les valeurs sont observables empiriquement. Ce sont des faits observables. Autrement dit, elles sont loin de renvoyer uniquement, ou même d'abord, à des états privés insondables, qui ne se prêteraient donc qu'à l'introspection. Loin d'un simple état mental privé, les valeurs, au contraire, nous dit-il, se donnent à voir. Alors, elles se donnent à voir, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? C'est là vraiment pour lui le point de départ de sa théorie de l'évaluation. Considérer que les valeurs sont un phénomène constant de la conduite humaine et qu'elles sont d'abord des faits. Elles sont des faits, elles sont des événements concrets, des choses qui se produisent dans le monde, qu'on peut observer, et elles désignent alors une qualité attribuée, dans des circonstances toujours précises bien sûr, à ce à quoi nous tenons effectivement. Donc la valeur est un adjectif, en quelque sorte là. Alors Dewey, en ce sens, va s'employer à décrire toutes ces attitudes actives qui correspondent à l'attribution de valeur, attitudes actives nécessairement inscrites dans la durée, et qui se présentent toujours, nous dit-il, comme des façons de prendre soin d'eux, de prendre soin, de porter attention à. Et chez lui, vraiment, le verbe valuer est premier par rapport au nom de valeur. Ce qui est important, c'est le verbe, ce sont les conduites actives qui correspondent à la manifestation de valeur. Alors, en ce sens, un objet de valeur sera bien seulement pour lui ce qui est l'objet d'une forme donnée d'activité. Et il va décliner à l'envi les équivalents de ce verbe, valuer. Ces équivalents, ce sont par exemple priser, tenir pour cher, chérir, estimer, admirer, approuver, encourager, défendre, prendre parti pour, être fier d'eux, être loyal ou fidèle à, être dévoué à, être occupé par, etc., etc. La valeur positive que quelqu'un attribue à un objet se manifeste ainsi directement dans le fait qu'il en prend soin, dans l'énergie qu'il déploie pour s'en occuper, pour le protéger afin de prolonger son existence, le cas échéant. De même que la valeur négative va se manifester dans le fait qu'il s'en écarte, cherche à l'éliminer ou à s'en débarrasser. Donc l'idée vraiment centrale chez lui, c'est que l'organisation de la conduite donne à voir
l'évaluation, elle est vraiment le test de leur existence. Je le cite, il écrit par exemple « La conduite effective, en tant qu'elle est observable, teste l'existence d'une valuation et sa nature. Le champ existant d'activité est-il accepté, fait-il l'objet d'un effort pour le maintenir contre des conditions adverses, ou bien est-il rejeté, fait-il l'objet de tentatives pour s'en débarrasser et produire un autre champ de conduite? Et dans ce dernier cas, vers quel champ précis, pris comme fin, les efforts désirs sont-ils dirigés ?» Et il conclut en disant « De la détermination de ce champ, en tant qu'objectif de la conduite, dépend celle de ce qui est valué. » Donc c'est vraiment en observant l'organisation des activités, l'organisation de la conduite, qu'on peut, en tant que sociologue, mais aussi bien sûr plus largement, essayer de comprendre ce à quoi les personnes tiennent vraiment. Alors, de ce caractère observable de nos valuations, du fait qu'on puisse enquêter sur leur apparition, les conditions de leur apparition, sur leurs effets aussi, sur leurs conséquences, dépend un second grand trait pour Dewey, une seconde grande caractéristique. En l'occurrence, le fait qu'il y ait deux moments dans ce qu'il appelle la formation des valeurs. Il y a plus précisément d'un côté ce qu'il va appeler les de facto valuings, et de l'autre, je vais y venir ensuite, ce qu'il appelle les propositions d'évaluation. Alors, c'est assez simple, les de facto valuings, ce sont toutes les appréciations spontanées, immédiates. On est vraiment proche de l'exclamation, tout ce qui relève vraiment d'expression de valeur. En gros, ce qui arrive nous plaît ou nous déplaît de façon immédiate. Un événement, un objet, une situation, une façon d'agir présente le plus souvent pour nous des qualités immédiates, bons ou mauvais, désagréables ou précieux, utiles, douteux, menaçants, effrayants, attrayants, et ainsi de suite. Donc de façon directe et immédiate, cet objet, cette situation, cette manière d'agir fait l'objet d'une évaluation, qu'elle soit négative ou positive. Alors de l'autre côté, Dewey va opposer, en tout cas distinguer de ces de facto valuings, ce qu'il appelle des propositions d'évaluation, des appréciations évaluatives. Et là, cela va correspondre au second sens du terme du verbe valuer. Le second sens du verbe valuer, c'est non plus seulement priser, aimer, chérir, mais c'est quelque chose d'un petit peu moins immédiat, plus réflexif. Ça va être évaluer, mettre une valeur sur, donner une valeur à. Plus réflexives, en effet, ces appréciations sont des jugements évaluatifs, pour Dewey, que nous portons sur nos valuations et qui les transforment. Autrement dit, que nous portons sur nos appréciations immédiates et qui vont les transformer. Et pour Dewey, elles seules ont vraiment le statut de proposition d'évaluation, ou parfois il utilise valuation, mais en un sens alors plus restreint, pour vraiment désigner uniquement ces propositions d'évaluation. Et on peut dire que tout le propos de son livre, de cette théorie de l'évaluation, c'est vraiment de nous montrer qu'il est possible de former de telles propositions, ces propositions d'évaluation, qu'il est possible d'en former. C'est vraiment le cœur de son propos. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on passe comme ça d'appréciation immédiate à des choses qui peuvent correspondre à des propositions d'évaluation? Alors, pour Dewey, ces propositions d'évaluation, elles sont initiées dans les moments bien particuliers au cours de nos activités où nous nous demandons si les choses auxquelles nous tenons méritent vraiment l'attachement que nous leur portons, si nous pouvons vraiment prendre nos appréciations immédiates pour base d'inférence et d'action, si elles méritent vraiment, ces choses-là, d'être soutenues et d'être développées. Donc des moments où nous entreprenons d'évaluer nos évaluations immédiates en y faisant pénétrer un élément d'enquête. L'enquête est un terme très important pour Dewey, ou plutôt en développant cet élément d'enquête, parce qu'il a l'idée que pour Dewey, il est déjà d'emblée présent, même dans ce qui paraît vraiment le plus immédiat et le plus spontané. Alors développer cet élément d'enquête, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Dewey, cela veut dire s'appuyer sur le caractère observable de nos évaluations pour les tester en quelque sorte collectivement, enfin de la manière aussi partagée que possible, pour les inscrire en idées, mais en examinant vraiment les conditions réelles dans lesquelles elles sont apparues et leurs conséquences probables, pour les inscrire dans un contexte plus large d'expérience, en explorant les conditions, les conséquences multiples des conduites qui leur sont associées,
Et ainsi, en essayant de nous demander finalement de quoi sont-elles capables, ces évaluations. De quoi sont-elles capables? Quelles conséquences, quelles possibilités d'expérience nous réservent-elles? Qu'est-ce qu'elles nous ménagent ou pas? Et finalement, est-ce que ce qui découlera réellement de leur poursuite sera effectivement évalué positivement, une fois qu'on l'obtiendra, le moment venu? Et c'est vraiment par ce processus d'enquête que peuvent être produites des évaluations plus solides, plus résistantes, car mieux ancrées pour Dewey dans le commerce constant qui nous relie à notre environnement. Des évaluations aussi beaucoup mieux ancrées dans un examen précis des enchaînements, des liens de cause à effet qui s'observent, qui sont observables entre les phénomènes, entre les événements. Alors, à travers ces évaluations, ce sont aussi nos fins, nos désirs, au sens toujours actif de comportements observables, qui deviennent accessibles à l'enquête. Et donc, et cela intéresse beaucoup Dewey, nos désirs, nos fins, nos intérêts deviennent aussi du même mouvement discutables, argumentables, révisables, ce qui permet là encore de parler de propositions authentiques. Et Dewey s'intéresse tout particulièrement à la façon dont ce capital d'habitude, ce capital de désir, d'intérêt, à partir duquel, nous dit-il, le soi prend acte, se soucie, accompagne et désire, est un capital qui en fait est sans cesse reconstruit dans et par l'expérience, qui est sans cesse cultivé, on pourrait dire, et cela en même temps que nos désirs deviennent non pas seulement plus réflexifs, mais plus intelligents, estime-t-il. Alors, dans cette perspective, Dewey nous dit qu'on a aussi accumulé déjà un matériau considérable. Un matériau considérable, en l'occurrence, il a en tête toute l'évaluation humaine qui ont été formées jusqu'à ce jour. Donc on voit un peu l'ampleur du matériau en question. Toutes ces évaluations humaines en tant qu'événement passé, en tant qu'objet du savoir historique ou d'une sociologie qu'il décrit comme une forme d'anthropologie culturelle. Alors en même temps, il nous dit tout de suite que ce corpus d'évaluation reste très peu investi, a été très peu exploré jusqu'à ce jour. Et pense-t-il, du fait notamment de la croyance justement en des standards, en des idéaux de valeur qui seraient situés à l'extérieur d'évaluations effectives et qui devraient présider justement à nos jugements de valeur. Ou bien, autre grand biais, souvent les valeurs sont ramenées, je l'ai déjà un petit peu évoqué, à des sentiments, à des états internes, et dans des perspectives qui ont alors tendance à considérer qu'on ne peut trancher les débats de valeurs, qu'au mieux, enfin au pire plutôt, ils ont pour seule issue le rapport de force, mais qu'on ne peut pas véritablement, en quelque sorte, faire autre chose que tenir les divergences pour des divergences définitives. Alors chez Dewey, on a une perspective bien sûr qui est vraiment tout opposée, et qui l'amène dès lors aussi à revisiter non pas seulement la question des valeurs, mais à travers elle aussi la question des désirs, la question des intérêts, dont la formation est absolument indissociable du passage des évaluations immédiates à des propositions d'évaluation. Alors, pour dire ça plus simplement, pour Dewey, les désirs ne sont pas des points de départ, des préférences données, comme pourraient le penser les économistes. Chacun a ses préférences et on pourrait les mesurer, les saisir par toutes sortes de dispositifs. Les désirs, ce ne sont pas des points de départ, des préférences données, ni surtout des états mentaux. Ils procèdent, au contraire, eux aussi d'enquête. Ils consistent en activité. Et si ces modes de comportement dépendent de la situation où ils émergent, du système d'activité qui les précède, c'est qu'ils opèrent en fait dans ces contextes, nous dit-il, comme des réponses. Alors ça peut être la réponse à une tension, à un manque, à un trouble, une réponse à des difficultés qu'il s'agit d'écarter. En ce sens, Dewey écrit « Le désir n'émerge que quand quelque chose fait question ». Autrement dit, quand il y a un problème dans une situation donnée, il s'y manifeste par un effort qui va être constitutif de ce qui est désirable et qui va répondre à cette tension. Alors qu'à contrario, quand les choses suivent leur cours sans difficulté, il n'y a, nous dit-il, aucune occasion de former véritablement des désirs, ni de projeter ce qu'il va appeler des fins en vue. Dans ces conditions-là, il n'y a véritablement nul besoin d'effort, ni de lutte. Aucune occasion, écrit-il,
ne se présente, d'enquêter sur ce qu'il vaudrait mieux qu'il advienne dans le futur, donc de projeter des objets pris pour fin. C'est ainsi le fait d'être formé à travers d'évaluations qui va différencier vraiment les désirs de simples pulsions, de fantasmes, de vœux pieux, de fantasmes stériles, nous dit-il, ou encore de vœux pieux. Autrement dit, les désirs, pour Dewey, ne sont pas des impulsions brutes, le strict produit de mécanismes organiques. Au contraire, ils sont le produit de la modification de ces impulsions suivant une anticipation de leurs résultats, suivant ce processus d'évaluation en quelque sorte. C'est dire là que la grande différence entre le désir et l'impulsion est la présence dans le désir de ce que Dewey appelle une fin en vue, c'est-à-dire des objets concrets considérés comme des conséquences prévues de ces désirs. Alors, les intérêts, quant à eux, sont aussi une source inépuisable d'évaluation, puisque ce à quoi nous tenons, c'est à la fois ce que nous considérons comme désirable et ce à quoi nous portons intérêt. Alors Dewey a une manière de définir l'intérêt qui est assez particulière. Il définit l'intérêt comme une organisation de désirs, un ensemble de désirs étroitement reliés entre eux, ou encore un ordre défini propre à entretenir l'activité, puisqu'il y va pour lui du développement vraiment de lignes d'intérêt actives. Alors là, on voit aussi bien son opposition avec sa critique, en tout cas de la théorie économique, puisqu'il y a une distinction assez claire chez lui entre ce qui serait avoir intérêt à, au sens d'une préférence donnée, fixe, individuelle, au sens de l'intérêt des économistes, donc avoir intérêt à, et au contraire, sa conception à lui de l'intérêt qui est bien plus proche d'un mouvement, s'intéresser à et non pas avoir intérêt à. La grande différence, c'est que s'intéresser à ce mouvement n'implique pas un moi qu'on entendrait comme, nous dit-il, quelque chose de fixe, antérieur à l'action, une quantité fixe et partant isolée, mais au contraire, cela implique un effort de transformation qui engage fortement ce moi dans des interactions, dans des transactions avec son environnement humain, matériel, culturel. Et en ce sens, il va écrire par exemple « Intérêt, souci » signifie que le moi et le monde sont engagés l'un avec l'autre dans une situation en développement. Alors Dewey nous rappelle aussi l'étymologie de la notion d'intérêt, inter et c'est, ce qui se passe entre, ce qui unit deux choses par ailleurs éloignées l'une de l'autre, et cela pour bien souligner qu'il ne s'agit pas d'un état, mais d'un processus qui est vraiment un processus de transformation, de production même d'une individualité. S'intéresser, écrit-il, c'est être absorbé, enthousiasmé, entraîné par un objet. Nous disons d'une personne intéressée à la fois qu'elle se perd dans une affaire et qu'elle s'y trouve, et dans les deux cas, les deux termes expriment bien l'absorption du moi dans un objet. Alors, cela nous mène à un deuxième volet peut-être de la critique en quelque sorte des conceptions économiques, en tout cas d'une certaine économie qu'on peut trouver chez Dewey, puisque non seulement il critique la réduction de la notion d'intérêt aux préférences ineffables d'un individu isolé qui se suffirait à lui-même, mais il montre aussi, et ça c'est un point important de sa théorie de l'évaluation, il montre aussi qu'on ne peut envisager la question des moyens sans poser celle des fins et réciproquement. Alors, autrement dit, cela signifie aussi qu'on ne peut, pour lui, dissocier le positif du normatif. Donc, il mène en quelque sorte une critique qui peut valoir comme une critique assez radicale de la prétention, des prétentions de la science économique, parfois, à réduire, alors soit d'abord à réduire souvent la question de la valeur à la valeur d'échange ou à l'utilité subjective, mais aussi sa prétention à distinguer clairement ce qui serait d'un côté du registre de l'optimisation des moyens et de l'autre du registre du choix des fins. Alors, en effet, Dewey va passer de la question de la formation des désirs, de la formation des intérêts, à travers ce processus d'évaluation, à une autre question qui est extrêmement intriquée en fait, qui est la question des fins et des moyens, et à la façon dont la formation des valeurs subvertit complètement l'opposition classique extrêmement répandue entre d'un côté les moyens et de l'autre côté le domaine bien plus élevé du choix des fins.
Alors, ce que nous dit d'abord Dewey, c'est qu'il n'y a pas de fin en soi. Et pour marquer sa critique de la notion de fin en soi, il va développer une autre notion qui est celle de fin en vue, ends in view. Il est sans cesse question dans la théorie de l'évaluation de ces fameuses fins en vue. Alors, en l'occurrence, ces fins en vue, elles sont sans cesse prises, elles sont vraiment constamment prises chez lui dans un processus de redéfinition constant, un processus constant de redéfinition dans laquelle ces fins en vue sont indissociables de l'enquête que nous menons sur les moyens mêmes de les atteindre. Donc il y a en quelque sorte deux choses. D'abord, c'est une enquête sur la valeur des moyens qui préside à la formation des fins en vue. Et ensuite, ces fins en vue, une fois qu'on les a en quelque sorte élaborées, en orientant l'activité, en participant à transformer notre environnement, vont aussi pouvoir par la suite avoir le statut elle-même de moyen. En ce sens, nous dit-il, il n'arrive rien qui soit final, puisque tout nouvel état de choses relance l'exploration, relance la production de valuation, relance une enquête en quelque sorte sur ce qui vaut, sur ce qu'il convient de poursuivre comme fin, à travers quels objets concrets, donc quelles fins en vue. Donc un objet ne peut être une fin sans être aussi éventuellement un moyen pour une fin ultérieure. Donc il y a vraiment un processus de détermination réciproque des fins et des moyens qui essayent de brouiller complètement le grand partage classique entre d'un côté la question des moyens, la question logistique subordonnée, et de l'autre la grande question des fins, évidemment des fins dernières. Alors d'un côté, il insiste, et il avance maints exemples à ce sujet, il insiste sur le fait que les gens manifestent leur dévotion aux fins avant tout par le soin patient et constant qu'ils prennent des moyens. Par exemple, il écrit, voilà, la mère qui prétend chérir son enfant, mais dans les faits le néglige systématiquement et ne cherche pas d'occasion d'être avec lui, se ment à elle-même. De l'autre côté, la valuation des moyens entre complètement dans la valuation des fins. On ne peut pas dissocier pour lui les deux processus. On ne peut valuer des fins sans valuer simultanément les moyens nécessaires pour les atteindre. En ce sens, un objet n'apparaît véritablement précieux comme fin que dans la relation aux moyens dont il est la conséquence, et donc que pour autant que ces moyens ne nuisent pas au caractère souhaitable de la fin. Et en ce sens aussi, un plaisir est toujours valué en lien avec ce qu'il en a coûté pour l'obtenir de manière très, très concrète. Et dernier aspect, on ne peut en même temps isoler la fin, celle qu'on poursuit, de toutes les autres conséquences réelles produites par la mise en œuvre de moyens, autrement dit tous les effets collatéraux de la poursuite, de la mise en œuvre de moyens à destination d'une fin, ces effets éventuellement extrêmement nuisibles, sont nécessairement aussi pris en compte dans l'évaluation d'une fin, en tout cas peuvent considérablement amener à réviser l'évaluation qu'on peut former. Alors là, je voudrais insister sur un point important. Alors j'ai insisté sur la distinction entre de facto valuing, vous vous souvenez, et proposition de valuation. En même temps, ce sur quoi insiste beaucoup Dewey, c'est que la formation des valeurs est un processus qui est de bout en bout, à la fois intellectuel et moteur ou affectif, on pourrait dire. Il utilise le terme d'affectivo-moteur. Autrement dit, on ne peut, son propos n'est vraiment pas de remplacer une conception émotionnelle des valeurs par une définition où primerait le seul élément intellectuel. Il y a au contraire vraiment, de façon centrale chez lui, l'idée d'essayer de les intégrer dans l'organisation de la conduite, aimer et évaluer, pricing et appraising, chérir et attribuer une valeur A, ce sont deux éléments qui doivent se conjuguer constamment à travers ce processus de formation des valeurs dans l'organisation de la conduite. Et cela, ça a une conséquence, cela signifie aussi que l'argumentation, en aucun cas, ne peut se substituer à l'expérimentation. Ça, c'est un point vraiment très important pour lui, dans ce processus par lequel l'expérience, privée ou publique, et souvent à la fois privée et publique, est une expérience qui génère de l'intérieur d'elle-même ses propres standards, ses propres fins. Dans ce processus-là, on ne peut en aucun cas réduire la question de la formation des valeurs à un seul enjeu de discussion rationnelle ou d'argumentation.
Il y a bien cette dimension de la transformation du monde, de l'expérimentation, de la mise en œuvre qui est absolument centrale. Alors, je terminerai peut-être sur la manière dont la théorie de l'évaluation met en saillance le rôle critique de l'imagination. Le rôle de l'imagination dans et pour la critique en matière sociale, économique, politique, c'est des domaines qui sont extrêmement intriqués chez Dewey et on le voit bien aussi peut-être plus que jamais aujourd'hui. Alors, la formation des valeurs, c'est un processus de création auquel l'imagination prend pour Dewey une part vraiment centrale. Il écrit en ce sens, je le cite, « Les premières suggestions de large et grande réorientation du désir et de l'intention sont forcément issues de l'imagination. » Et il voit d'ailleurs dans l'imagination même le principal instrument du bien, car, nous dit-il, c'est elle, l'imagination, qui met au jour les possibilités entremêlées à la texture du réel. Et cela par opposition au château en Espagne, aux vœux pieux, au pur fantasme. Il y a au contraire l'idée que, voilà, il y a une dimension d'enquête. Alors je le cite, « L'imagination idéalisante saisit les choses les plus précieuses rencontrées dans les moments cruciaux de l'expérience et les projette. Nous n'avons besoin d'aucun critère externe ou d'aucune garantie de leur qualité. Elles existent comme biens et c'est à partir d'elles que nous définissons nos fins idéales. » Donc l'imagination, si elle contribue à faire émerger des idéaux et plus concrètement des fins en vue, des objets très concrets que nous pensons utiles et nécessaires de poursuivre, si elle contribue à les faire émerger, c'est à travers l'exploration des possibilités contenues dans les situations réelles, des possibilités qui n'y sont pas encore réalisées, mais qu'on peut juger désirables au vu de ce qu'on peut en attendre. Et il s'agit alors de créer de nouvelles conditions, d'essayer de contribuer à créer de nouvelles conditions qui leur permettraient bien mieux de se développer. Et Dewey va jusqu'à estimer que, en ce sens, pour la première fois peut-être de l'histoire, il écrit que nous serions aujourd'hui peut-être, alors à l'époque où il écrit, en position de former des fins en vue et des désirs sur la base de propositions empiriquement fondées sur les relations temporelles que les événements entretiennent les uns avec les autres. Donc on a ce rôle de l'imagination et de manière corrélative l'idée d'une dimension intrinsèquement critique à la formation des valeurs. Autrement dit, il n'y aurait pas lieu, selon lui, d'essayer de substituer à ce processus-là un processus de fondation des valeurs, un processus où on chercherait à établir des valeurs qui, au-dessus de l'expérience et qui vaudraient de manière absolue. Il écrit au contraire, nous n'avons besoin d'aucun critère externe et d'aucune garantie de la qualité des choses que nous chérissons. Autrement dit, une critique culturelle, ce qu'il appelle une critique culturelle, via ce processus de formation des valeurs, serait suffisant. On n'aurait pas besoin de ce qui est souvent bien plus facilement présent, à savoir une forme de critique morale qui va déterminer ou fixer les bons, les méchants, etc. Et peut-être pour terminer ma présentation, si on revient aux questions économiques par lesquelles j'ai commencé, on peut effectivement considérer, il me semble, qu'aujourd'hui, ce qui domine souvent en matière de critique de l'économie, c'est souvent des formes de critique morale, critique de l'argent, critique de l'entreprise, critique du capitalisme, là où on peut peut-être, si on a envie en tout cas de suivre Dewey, on peut peut-être estimer que nous avons tous les éléments, si on considère l'histoire passée de nos valuations, l'histoire de nos valuations passées, notamment dans différents contextes de crise économique, et les conséquences produites par ces valuations, puisque ce que Dewey nous engage à étudier chaque fois, c'est vraiment les conditions, dans quelles conditions sont apparues des valuations et ce à quoi concrètement elles ont conduit. On peut penser qu'on a tous les éléments pour dresser une forme de critique culturelle, plutôt qu'une critique morale de l'économie. Autrement dit, une critique qui partirait d'une description
deux descriptions très fines des conditions et des conséquences de toutes sortes d'attachements, si on veut employer un autre type de vocabulaire, d'attachement, d'évaluation, attachement par exemple à la liquidité, la fameuse préférence pour la liquidité, attachement à l'équilibre budgétaire, attachement à l'entreprise comme simple placement susceptible d'être facilement échangé sur un marché, considération, évaluation du travail comme un simple coût à réduire, et d'une manière plus générale, valorisation de la finance par rapport à l'économie réelle. Voilà, donc enquêter sur les valeurs, et je terminerai par là, c'est pour Dewey vraiment un moyen de sortir de ce qu'il appelle nos habitudes routinières qui marquent le terme de notre capacité de changer. Enquêter sur les valeurs, c'est essayer de contribuer aussi au processus éducatif par lequel nous sommes, nous dit-il, créateurs de nous-mêmes, et cela à travers aussi la transformation de nos institutions. Ce n'est pas uniquement un processus individuel, au contraire. Chez lui, l'enquête et la formation des valeurs est un processus éminemment collectif, qui n'a de sens qu'à travers justement le travail de publicisation de l'enquête et une enquête menée de manière collaborative. Donc un processus qui conduirait, qui nourrirait une forme de transformation de nos institutions et notamment des institutions économiques. Merci. Oui, donc on comprend en vous écoutant pourquoi l'œuvre de Dewey suscite cet intérêt passionné dont vous parliez. Et effectivement, il y a là de quoi nourrir une théorie de la culture qui, au fond, nous répare de la chape de plomb qu'a représenté un certain discours sociologique. Mais on en parlera tout à l'heure. Et je cède tout de suite la parole à Laurence Fontaine, qui va justement nous faire voyager dans le temps, puisque précisément, c'est intéressant, je trouve, de terminer ces 3 journées par une démarche d'historienne. Merci beaucoup. Et pour faire un lien avec ce qu'Alexandra Bidet vient de nous rappeler, je vais partir de ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire que pour John Dewey, les valeurs et l'évaluation, parce qu'elles sont culturelles, doivent être analysées dans leur contexte social et culturel. Et afin de transformer les appréciations immédiates en valeurs, la société doit les partager, les discuter, et la démocratie est seule en mesure, à ses yeux, de créer ces conditions, car, écrit-il, et Alexandra a rappelé cette définition, le but de la démocratie est la participation de tout être humain adulte à la formation des valeurs qui régulent le vivre ensemble. D'où son insistance sur la publicité qui permet à chacun de participer à cette formation, qui est une expérience collective. L'art est pour lui un élément essentiel de la démocratie, une critique de la vie, non pas directement, écrit-il, mais par la découverte, à travers la vision imaginative, de possibilités contrastant avec les conditions réelles. C'est par un sens des possibilités s'offrant à nous que nous prenons conscience des restrictions qui nous enserrent et des poids qui nous oppressent. Alors la formation de nouvelles habitudes est le résultat de ces modes d'interaction à travers lesquels se forment des jugements de valeur, qui sont aussi des jugements pratiques. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que si ces jugements sont culturels, ils sont encastrés dans des économies politiques. Et je prendrai pour ça l'exemple de l'Ancien Régime, car analyser comment se formaient alors les prix et circulaient les œuvres d'art nous fait entrer dans une société fondée sur 2 économies politiques opposées, l'aristocratique et la marchande, qui sont chacune sous-tendues par des valeurs différentes. L'Ancien Régime est une société à statut dirigée par les 2 premiers ordres, le clergé et la noblesse, qui tiennent le pouvoir politique. En son sein, toutefois, se développe une économie de marché qui est portée par des valeurs plus égalitaires, car le marchandage était alors la norme de l'échange. Or,
il faut être égaux pour marchander. Il est la conséquence, ce marchandage, de l'incertitude qui règne sur la qualité des produits, sur la non-standardisation des poids et mesures. Elle est renforcée par l'incertitude récurrente sur la valeur des monnaies, devant la diversité de celles qui circulent et face aux pratiques d'usure et de rognage qui font douter de leur poids en métaux précieux. Dans le marchandage, chacun négocie alors son savoir sur les paramètres de la qualité et de la mesure en fonction de la réputation du vendeur, et dans ces face-à-face se fixe le prix. Ainsi, le dialogue se noue d'égal à égal. C'est pourquoi, outre qu'un noble ne peut pas, dans la plupart des pays, se livrer au commerce, il ne peut également pas se laisser aller au jeu du marchandage. Il y envoie ses valets et ses intendants, car il doit affirmer sa supériorité dans tous les actes de sa vie. D'ailleurs, quand arrivent des factures de fournisseurs, l'aristocrate rabat automatiquement le prix pour montrer que c'est à lui de le fixer, c'est lui qui fixe la valeur des choses, et il attendra, avant de le payer, ce qu'il ne fera que par fraction et très lentement, pour affirmer que payer relève de son bon plaisir. En outre, nobles et religieux ont combattu le marché avec détermination, car il crée des hiérarchies sociales qui sont fondées sur la fortune et qui menacent directement leur pouvoir. Alors ainsi, au sein même de la société vivent différents systèmes de valeurs qui renvoient à deux systèmes d'échange, d'un côté le don et de l'autre le marché. Et si chacun implique des pratiques totalement différentes, ils sont sans cesse en interaction, ils s'opposent avec violence et se contaminent. Alors retrouver ces valeurs qui fondent l'antagonisme des pratiques n'est pas aisé, tant elles sont incorporées dans les personnes et mélangées dans les conduites. Mais toutefois, ces rencontres sont un des sujets privilégiés du théâtre entre XVIe et XVIIe siècle. Les pièces mettent aux prises tantôt un gentilhomme et un bourgeois qui se décrassent, comme dans le bourgeois gentilhomme de Molière, tantôt elles opposent les deux cultures de manière frontale, comme dans le Marchand de Venise, et tantôt elles opposent des aristocrates qui se comportent en bourgeois et d'autres qui ont conservé le style de vie noble, comme dans Timon d'Athènes de Shakespeare. De fait, ces trois figures renvoient bien aux situations vécues. Et je vais m'arrêter sur Timon d'Athènes, qui, en mettant en scène la prodigalité au nom de l'amitié et sa confrontation avec des pairs qui, eux, comptent, dévoile les antagonismes entre les deux cultures économiques. Alors Timon d'Athènes est imprimée pour la première fois en 1623 dans le First Folio. Elle a été écrite, pense-t-on, entre 1605 et 1608. Elle est une pièce singulière, tenue pour inachevée, même si elle va jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Timon. Elle n'a, ce que l'on sait, jamais été jouée du vivant de Shakespeare. La critique littéraire attribue cet inachèvement à de nombreux indices. L'incohérence de certains détails, l'écriture libre qui oscille entre prose et vers, et l'existence de deux personnages principaux, Timon et Alcibiade. Timon est clairement le héros de la première partie, mais Alcibiade, par la suite, lui ravit la vedette. L'impression d'inachèvement est renforcée par la manière dont sont traités les autres rôles et les comparses. Toute la pièce est traversée par une multitude de groupes anonymes. Toutefois, l'aspect systématique de cette dépersonnalisation des personnages a pour effet de lui donner un caractère théorique, et ce parti pris, ou ce moment du travail du dramaturge, traduit une réflexion sur les groupes sociaux. Et j'ai pris le parti de prendre la pièce telle qu'elle est et de la regarder comme un ouvrage dont l'architecture est finie et dont la forme surprenante est intentionnelle. Alors regardée ainsi, elle devient une très belle fable sur l'impossibilité de vivre la culture aristocratique dans un monde qui a changé. Timon et Alcibiade représentent les deux faces de cette même culture, les deux éléments d'un même personnage, d'un même groupe social. Dans leurs destins divergents, ils traduisent les deux réactions possibles pour le noble qui ne veut pas accommoder sa règle de vie au changement dans les valeurs de l'organisation sociale. L'un se retire pour fuir le monde qui lui échappe et l'autre prend les armes pour le détruire, pour détruire l'organisation politique qui le marginalise. Ils représentent les deux modalités d'expression des valeurs de la noblesse, don, charité et mécénat d'un côté,
guerre de l'autre. D'ailleurs, la solidarité entre les deux hommes est totale, et c'est la seule qui résiste dans la pièce, avec celle qui lie les serviteurs de Timon à leur maître. Alors, par sa géométrie et ses jeux d'opposition, la construction de la pièce renforce cette image à la fois unique et double des deux personnages principaux. L'un occupe la première partie et l'autre la seconde. On est face au même homme dans deux situations opposées, le seigneur en gloire dans son palais, puis le misanthrope ruiné dans sa caverne. Il y a deux hommes qui réagissent avec la même violence et incapacité de composer avec cette société qui les exclut, mais chacun avec des armes différentes. Timon utilise les mots, puis l'or qu'il a trouvé pour détruire Athènes, et Alcibiade choisit les armes. Tous deux retournent contre Athènes, ce qui a fait sa force et la leur. Et toute la pièce fonctionne sur ces jeux de correspondance et d'opposition. Timon est rejeté par 3 amis et Alcibiade est trahi par 3 sénateurs. Les personnages reviennent et les scènes se répètent, mais la perception et la réaction de Timon sont chaque fois autres. 2 fois, le peintre et le poète viennent offrir leurs œuvres. La première fois, Timon est dupe, et la seconde, c'est eux qui sont ses dupes. 2 banquets ponctuent la pièce, l'un qui sert des mets raffinés, l'autre de l'eau et des pierres. À la générosité sans contrepartie fait suite la générosité conditionnelle qui achète pour détruire. Les caractères sont également très schématisés. Nous ne savons rien de Timon et guère plus d'Alcibiade. Ils sont restés à l'état d'épure. Et cette épure rend possible la lecture des 2 personnages principaux comme des idéotypes de l'aristocratie. Ils évoluent dans un monde social qui est également dépersonnalisé, fait d'artistes, d'artisans, de seigneurs, de sénateurs, d'habitants, de serviteurs, de bandits, etc. Ce parti pris d'anonymat donne un caractère théorique à la pièce. Tous ces personnages parlent et agissent en tant que représentants du groupe social auquel ils appartiennent. Et cet aspect est d'autant plus accentué que Timon aime à expliciter la morale et les raisons de ses gestes. Alors les dynamiques du jeu social qui sont mises en scène montrent la radicale différence des 2 cultures qui s'affrontent, celle aristocratique de Timon et d'Alcibiade et celle capitaliste de tous les autres, à l'exception de Flavius, l'intendant et serviteur de Timon, qui, comme les autres serviteurs, participe de la culture de son maître, même s'il évolue dans l'autre monde à cause de ses fonctions. Alors la valeur fondamentale pour Timon est l'amitié. Et l'amitié est au cœur de la culture aristocratique. C'est en son nom qu'il donne pour aider et honorer ses amis. Toutefois, il donne avec excès. Ses dons disent aussi le pouvoir, et les 2 sont liés. Le nombre d'amis mesure le crédit au sens ancien du mot, qui voulait dire autorité, puissance, pouvoir. Et dans cette logique, quand Timon prend conscience de sa ruine, il sait pouvoir compter sur ses amis, car, dit-il, « J'ai donné follement, mais non ignoblement ». Et cette réplique dit aussi combien la noblesse est affaire de morale. Nobilitas est virtus. Et cet adage est à prendre au sérieux, car la vraie noblesse n'est ni le pouvoir, ni la propriété, ni la force des armes, mais une qualité intérieure, une excellence humaine qui justifie qu'elle soit placée au premier rang. Et de fait, seul Alcibiade lui offrira le peu d'argent qu'il possède. Les autres ont depuis longtemps abandonné les valeurs de Timon. Alors entrons dans la dynamique de l'amitié. Les liens d'amitié se constituent dans la sociabilité entre famille et voisins. Quand un gentilhomme rend service à un autre, ce dernier devient l'obligé du premier et le remercie par des protestations d'amitié qui sont en fait une reconnaissance de dette. Mais une reconnaissance qui n'est pas inscrite dans un terme précis, pas plus que n'est précisée la manière dont elle sera repayée. Échange de lettres, invitations et cadeaux sont les manifestations routinières de l'amitié. Timon se fait le chant de l'amitié entendu comme une assurance contre tous les coups du sort, fondée sur le don total de soi, ce qu'il rappelle en ouvrant le premier banquet. Ah, précieuse satisfaction que d'être ainsi nombreux à jouir en frères de notre fortune aux uns et aux autres. Et il rend chaque don avec des cadeaux encore plus précieux. Et quand, à l'acte 2, ses besoins d'argent l'amènent à solliciter ses amis, il est fier de ses comportements de parfait gentilhomme, sûr qu'ils lui apporteront aide et reconnaissance. Et cette culture que décrit Shakespeare n'est pas que littéraire.
Elle est une référence morale pour l'aristocratie européenne. Saint-Simon, par exemple, décrit avec émotion la fin d'un trésorier qui n'aimait compter ni le temps ni l'argent, qui s'est ruiné et qui a ruiné la Bretagne. Je le cite, « C'est, je crois, l'unique exemple d'un comptable de deniers publics avec qui ses maîtres et tout le public perdent sans que sa probité en ait reçu le plus léger soupçon. Les perdants même le plaignirent. Tout le monde s'affligea de son malheur. Et c'est pourquoi, bien qu'il ait fini ses jours en prison, il fut alors fort visité de beaucoup d'amis et secouru de plusieurs, selon les valeurs de l'amitié. » Alors le vocabulaire de l'amour est le ciment de ces relations d'amitié et de clientèle. Elles sont d'ailleurs vécues sur un mode émotionnel fort. Et Timon agit selon l'économie émotionnelle de son temps, avec violence. Une fois ruiné et rejeté par ses pairs, il leur offre un dernier banquet dans lequel les mets délicats sont remplacés par des pierres et de l'eau. Et au lieu de se faire l'avocat des valeurs aristocratiques, comme lors du premier banquet, il se fait l'avocat de ces mêmes valeurs, renversées. Elles égalent alors un bouleversement cosmique. S'adressant aux dieux, il leur dit de garder toujours quelque chose en réserve, de peur que soit méprisée leur divinité, car si les dieux devaient emprunter aux hommes, les hommes abandonneraient les dieux. Dans sa dernière tirade, alors qu'il déchire ses vêtements et quitte Athènes, il pousse à son terme la logique de ce qu'il ressent. Et puisqu'il a assisté au renversement de la morale et des valeurs, il en appelle à leur destruction, ainsi qu'à celle de tous les liens sociaux. Que les enfants se rebellent, les vierges se prostituent, les serviteurs volent, les faillis égorgent leurs créanciers, souhaite-t-il. Et ses vœux vont ainsi crescendo jusqu'à lui faire désirer que toutes les relations sociales, y compris l'amitié, ne soient plus que du poison. Il termine sa diatribe en demandant aux dieux d'abattre Athènes et d'accroître sa rage contre tous les humains, car ils ont rompu le lien de la bienveillance divine. Et le vocabulaire de la pièce, des personnages, traduit ces oppositions de culture. Tous, du vieil Athénien au sénateur et au seigneur, ne manient que le langage du commerce d'argent. Seuls Timon et Alcibiade ne l'utilisent pas. Ainsi, dès la première scène du premier acte, en se rendant au banquet de Timon, deux seigneurs évoquent entre eux sa générosité, et le second explique au premier qu'il paye tout service au sextuple et rémunère chaque présent à un taux bien supérieur à ce que l'argent rapporterait. Les seigneurs comptent, parlent d'intérêt et de quittance, et Timon n'est pour eux qu'un excellent placement financier. Les pratiques sont également révélatrices de ces deux économies morales. Timon donne sa parole, celle des promesses avec des poignées de main, engageant ainsi sa personne. Les autres font des billets, des comptes et des croix pour les clore, engageant d'abord des procédures matérielles. Timon a un coffret avec de l'or et des bijoux, les autres ont de l'argent de papier. Timon est indifférent au temps, il donne. Les autres font fructifier le temps, ils prêtent. Et veillez bien aux dates, dit le sénateur à son serviteur quand il l'envoie chez Timon pour faire rembourser les billets dont le terme est échu. Et quand sonne la déroute de Timon, le malentendu est à son comble. Et de la même manière qu'il avait engagé sa personne dans toutes les transactions économiques, il n'a que sa personne à donner pour payer ses dettes, et il offre son cœur et son sang dans deux répliques qui intègrent l'économie du corps dans l'économie mathématique. Découpez mon cœur selon votre dû, comptez les gouttes de mon sang. Il dit l'impossible conciliation des deux économies. Il fait alors sien et détourne sur son corps le vocabulaire de tous les autres, y compris des sénateurs, qui, lui rendant visite dans sa caverne, le supplient pour qu'il arrête la vengeance d'Alcibiade et qui utilisent pour décrire leur amour celui de l'arithmétique, des sommes d'affection, les chiffres de leur affection. Dans ces entremêlements du vocabulaire du don et de celui du crédit, se dit aussi l'ambiguïté de cette libéralité qui se nourrit de l'argent même de ceux auxquels elle est destinée. Les présents que Timon offre aux aristocrates ont été achetés avec de l'argent que Timon leur a emprunté. Son erreur est de refuser de voir que la culture du don est profondément encastrée dans celle du crédit. La figure de Flavius, son intendant, est essentielle pour faire le lien entre Timon, son maître, et l'économie capitaliste.
Il doit réconcilier l'éthos de l'amitié désintéressée et de la réciprocité généralisée entre nobles avec l'éthos du marchand fondé sur le respect des contrats et le paiement de pénalités en cas de manquement à ses engagements. Et un personnage de la pièce, celui d'Apémantus, est comme hors du jeu, d'un jeu auquel il refuse de participer. Il ne cesse d'ailleurs de jouer les deux économies l'une contre l'autre, pour dire qu'aucune ne rachète l'autre, qu'elles sont toutes également fautives, car l'homme est foncièrement mauvais et les individus uniquement préoccupés d'eux-mêmes. Et quand il retrouve Timon, déchu dans sa grotte, il le blâme pour son incapacité à vivre la mesure, à se placer au centre de l'humanité et à composer avec elle, car il ne sait que vivre aux extrêmes et passer ainsi du raffinement sans mesure au haillon. Il dit que par-delà les valeurs, il faut toujours compter avec l'égoïsme des hommes. L'amitié, comme valeur constituante de la relation entre les nobles, est désormais bien connue. Mais la cosmogonie dans laquelle elle s'inscrit, avec en particulier le lien des hommes à Dieu, a été moins travaillée, et le rôle fondamental du risque dans cette relation insuffisamment mis en avant. Son importance découle de la conception que les aristocrates se font de leur relation au temps et à Dieu. Le temps appartient à Dieu et la seule manière dont l'homme peut le vivre est dans une relation de risque et de hasard, et non dans une relation de prévision et de calcul. Et cette conception est au cœur des débats sur le crédit et le profit. Et le profit n'est devenu légitime que si le capital prenait des risques. Agir avec risque est une modalité aristocratique existentielle également essentielle. On la retrouve partout, dans l'amour comme dans le rapport à l'argent. Si Timon est une pièce qui n'ignore pas le risque, Shakespeare l'a placé au centre du Marchand de Venise. Il est présent à tous les niveaux de la pièce, dans les aventures économiques comme dans les aventures amoureuses, dans l'opposition entre Shylock et Antonio, comme dans l'histoire des 3 coffres d'or, d'argent et de plomb qui ouvriront à celui qui saura bien choisir le cœur de Portia. Le premier, d'or, porte cette inscription : « Qui me choisit aura ce que beaucoup désirent ». Le second, d'argent, dit : « Qui me choisit obtiendra selon son mérite ». Et le troisième, en plomb, annonce : « Qui me prend doit donner, hasarder tout son bien ». Et c'est le coffre gagnant. Dans le Marchand de Venise, la figure du juif est complexe. Les dialogues disent à la fois la stigmatisation et l'humanité du juif, en même temps qu'ils en montrent l'avarice, le cynisme et la méchanceté. Mais autant que sur le juif, cette pièce est sur l'usure, car c'est autour du jeu sur le temps et l'argent que se cristallise la haine entre Shylock et Antonio. De fait, les Juifs sont interdits de séjour depuis le règne d'Édouard Ier et l'Angleterre élisabéthaine connaît peu de Juifs. En revanche, l'usure est un problème de société très débattu et une réalité qui pèse sur tous, sur le public de Shakespeare comme sur son théâtre, qui était d'ailleurs financé par des emprunts dont les intérêts constituaient une charge très lourde. Alors plus que la différence de foi, Shakespeare place l'usure comme moteur de la haine que Shylock voue à Antonio. Je le hais de ce qu'il est un chrétien, mais plus encore de ce que, vil naïf, il prête gratis et fait baisser le taux ici parmi nous dans Venise. Et il ajoute qu'Antonio déteste son peuple, mes contrats et mes gains légitimes qu'il nomme usure. Alors non seulement Antonio agit selon l'économie noble, mais il s'en fait le chantre et combat, stigmatise et méprise dans Shylock l'économie capitaliste. Autour de l'usure, les dialogues entre Antonio et Shylock reprennent les débats du temps. Antonio accepte d'emprunter par amitié. Shylock, encore que je ne prête ni n'emprunte, ne prenant ni ne donnant d'intérêt, pourtant, pour les pressants besoins de mon ami, je romprai ma coutume. Et Shylock lui répond avec l'histoire des agneaux que Jacob réussit à multiplier et conclut que Jacob fut béni pour cela, car, je cite, « le gain est béni quand il n'y a pas vol ». Antonio se fait alors l'écho des positions de l'Église en répondant que Jacob courait un risque et que l'or et l'argent ne sont pas brebis et béliers. Entre les deux hommes, la lutte est ouverte et sans merci, et Antonio demande à Shylock de lui prêter cet argent, non comme à un ami, mais comme à un ennemi. Et aujourd'hui,
Percevoir un intérêt sur l'argent prêté ou emprunté est légitime et se fixe en fonction de paramètres codifiés. Dans l'Angleterre élisabéthaine, le sujet était brûlant et ceux qui étaient hostiles à ce que l'argent puisse fructifier avec le temps traduisaient l'acte de prêter avec ou sans intérêt comme un acte social, celui de s'adresser à un ami ou à un ennemi. Et la controverse est aussi aiguë que la violence d'Antonio est publique, verbale et physique à l'égard de Shylock. Dès l'annonce des premières pertes d'Antonio, Shylock rappelle une fois encore que la haine entre eux est née de leur antagonisme sur la manière de faire fructifier ses richesses. Il avait coutume de m'appeler usurier, qu'il pense à son billet. Il avait coutume de prêter l'argent pour une courbette de chrétien, qu'il pense à son billet. Et comme chez Timon, l'amitié qui nourrit l'économie aristocratique se fonde sur le don de soi, et chaque fois que le noble est acculé, il offre son corps au sens propre. À l'instar de Timon qui demandait à ses créanciers de se payer sur son cœur et son sang, Shylock demande une livre de la chair d'Antonio comme garantie de son prêt. Et tous deux poussent à leur terme la logique de l'économie aristocratique qui engage la personne. Elle est une économie du corps et du lien social. Risque et amour sont donc les deux catégories majeures de l'économie du don. Mais si les frontières sont poreuses, les dons ne sont pas strictement assimilables à des marchandises parce qu'ils s'échangent dans une économie du risque où le temps est indéterminé et non dans une économie de l'instant où le temps est mesuré et parce qu'ils incarnent le donneur. Et de fait, derrière l'économie du don ou l'économie capitaliste, il y a des enjeux politiques. Le maintien de la société aristocratique avec la personnalisation du don ou la possible création d'une société démocratique avec l'impersonnalité du marché. Et Montaigne ne s'y est pas trompé et il s'oppose nettement au lien que crée le don. Je le cite, « Je ne trouve rien si cher que ce qui m'est donné et ce pourquoi ma volonté demeure hypothéquée par titre de gratitude et reçoit plus volontiers les offices qui sont à vendre. Je crois bien, pour ceci je ne donne que de l'argent. Pour les autres, je me donne moi-même. Le nœud qui me tient par la loi d'honnêteté me semble bien plus pressant et plus poissant que n'est celui de la contrainte civile. On me garrotte plus doucement par un notaire que par moi. » Alors, l'économie du don est donc la modalité la plus adaptée pour manifester les valeurs nobiliaires. Et même si les gens sont conscients que le don est une forme de transaction, l'économie qui le régit n'a pas à voir avec la valeur des choses qui sont offertes, mais avec la valeur des personnes impliquées dans l'échange. On ne compte pas, ni quand on offre, ni quand on rend. Les contre-dons sont différents selon la position des partenaires, et la mise en scène du don permet d'interpréter et de légitimer la relation sociale qui se joue. Parce que les objets participent des êtres qui les possèdent, le même objet prend plus ou moins de valeur en fonction de qui le donne. Le joaillier, qui dans la scène 1 de l'acte 1 veut vendre un bijou à Timon, déclare que c'est au seigneur d'en fixer le prix, car il retourne à son profit la culture aristocratique en ajoutant que la valeur des objets est proportionnelle à la qualité de celui qui les possède. Et le joaillier n'a pas tort, car à la scène suivante, en offrant un bijou à un seigneur, Timon lui demande de l'accepter pour ennoblir le bijou. « Tenez, mon bon seigneur, je dois vous demander de me faire l'honneur d'ennoblir ce bijou. Prenez-le, portez-le, mon aimable seigneur. » Et parce que l'argent est intrinsèquement anonyme, il entre difficilement dans l'économie aristocratique et c'est ce qui explique la grande propension des nobles à payer avec des objets, des services qui pourraient l'être en argent. Alors, comment ces valeurs se retrouvent-elles dans la circulation des œuvres d'art ? Du Moyen Âge à l'époque moderne, les œuvres d'art sont prises dans 4 formes d'économie différentes qui sont les variations de cette opposition fondamentale entre économie aristocratique et économie marchande. Entrer dans la circulation des objets de collection traduit bien dans la manière dont elle masque ou transforme les relations au marché la diversité des rapports à l'économie.
On pourrait ainsi isoler une économie aristocratique avec son prolongement dans l'économie de cour et une économie marchande et noter une forme hybride avec l'économie du collectionneur. L'économie du collectionneur se développe à l'époque moderne. Elle relève des valeurs aristocratiques, mais s'insère pleinement dans l'économie marchande dont elle détourne les cadres. Et chacune de ces économies a des modalités différentes de rapport à l'économie visibles dans l'acquisition, la circulation et la production des œuvres. Bien sûr, elles coexistent le plus souvent dans le temps et dans l'espace, et si elles peuvent avoir des trames historiques différentes, elles se chevauchent également. Enfin, elles sont interactives, au travers d'échanges complexes et d'évolutions qui relèvent aussi de transformations technologiques. Mais les faire ressortir dans leur singularité et y prêter attention permet d'affiner les logiques, d'appréhender la complexité des formes du marché et d'approcher de plus près les dynamiques économiques changeantes dans lesquelles sont prises les œuvres d'art. Alors de fait, les circulations princières relèvent de 4 modes différents: le don, la commande, le pillage et la patrimonialisation. Le don est la circulation princière par excellence. Il est au cœur de la culture aristocratique, des princes vers leurs courtisans et des courtisans vers les princes, comme il l'est aussi dans le monde religieux. En voici un exemple. En 1717, le régent alla visiter la galerie de Raymond de la Sagette, greffier en chef au Parlement de Paris, et demande à acheter 3 ou 4 toiles capitales pour sa galerie du Palais Royal. « Monsieur, répondit monsieur de la Sagette, je ne vends pas mes tableaux, je les offre à votre Altesse royale. » Une générosité ruineuse puisque ces tableaux de l'école bolognaise et de l'école flamande valaient plus de 50 000 écus. Toutefois, le régent, qui se doit de rendre le présent, offrit en retour au greffier une superbe tabatière enrichie de diamants et le brevet de conseiller d'État au nom du roi. De fait, le don est le seul mode de circulation qui n'est jamais contesté. Et il a permis, par exemple, l'acquisition en 1664 par Louis XIV du repas chez Simon de Véronèse grâce à un cadeau du Sénat vénitien, acquisition qui ne sera jamais contestée. Alors que quand il achète en 1685 au prince Savelli 2 célèbres cultures antiques, le pape Innocent IX promulgue immédiatement la réglementation la plus draconienne pour contrôler l'exportation des œuvres d'art. Alors, la patrimonialisation est une autre modalité aristocratique qui vise à protéger princes et prélats des logiques de l'économie marchande. Elle est l'arme trouvée pour conserver des biens qui, selon les logiques marchandes, seraient perdus. Francis Haskell a très bien étudié l'emploi par la papauté. Du temps de Michel-Ange, Jules II et François Ier ont livré combat à coups d'argent pour s'assurer la renommée de quelques grands artistes. Les sommes mises en jeu, hors de toute norme, ne signalent d'ailleurs pas qu'il y avait un marché de l'art capable de soutenir les hauts prix, mais sont l'écho du combat que se livrent les 2 plus grands seigneurs de la planète. Mais au XVIIIe siècle, quand Rome, qui ne peut plus se mesurer au monarque, tente d'arrêter l'hémorragie de ses œuvres d'art, ce n'est plus de l'argent qu'elle propose, mais des décrets de patrimonialisation. Et elle agit comme l'aristocratie l'avait fait avant elle, en patrimonialisant ses terres pour les soustraire aux revendications des créanciers. Et la noblesse rhénane avait d'ailleurs fait la même chose avec les œuvres d'art en les inscrivant progressivement dans les biens mâles, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent sortir du lignage. La commande, qui se fait en amont de la production, alors que l'achat se fait en aval, est également une modalité d'acquisition aristocratique, car elle impose les goûts du commanditaire sur le sujet, les dimensions, les lieux, les durées de travail, et elle restreint la circulation des œuvres placées dans un lieu peu visible hors du marché. Elle s'impose quand l'œuvre exige un investissement en temps ou en matériel qui excède les capacités du peintre, comme la grande peinture d'histoire, quand elle est liée à un lieu d'exposition spécifique, les fresques et les grandes compositions décoratives, ou à la personne du destinataire, les portraits. On a pu dire que le système de la commande demeurait un frein à l'autonomisation de la production, à l'indépendance du peintre, à la mobilité des œuvres et au développement d'un marché. Mais bien sûr, princes et rois mêlent toutes les circulations et savent les utiliser toutes.
François Ier, par exemple, a commandé des tableaux, s'en est fait offrir et en a aussi acquis par l'intermédiaire de négociants. Mais regardez de plus près toutefois ces différents choix montrent qu'ils obéissent chacun à des logiques différentes, des logiques relationnelles et pourrait-on dire des logiques de distinction et de honte. Il y a des hiérarchies dans ces circulations et les circulations honteuses sont faites par des intermédiaires de peu de distinction qui sont bien souvent tenues secrètes. Ainsi, l'achat de la collection des ducs de Mantoue par Charles Ier d'Angleterre s'est réalisé au terme de négociations compliquées et secrètes qui furent menées pour l'essentiel par un marchand hollandais, Daniel Nice. Le duc de Mantoue se montra soucieux de garder le secret le plus absolu, d'en cacher l'ampleur et de s'assurer que sa collection allait suffisamment loin pour que quelques rivaux ne puissent en afficher l'achat. L'intermédiaire marchand est aussi privilégié quand leur relation personnelle n'est guère possible pour des œuvres d'artistes étrangers à la cour ou bien quand ils sont décédés. Alors la dernière modalité, c'est la vente aux enchères. Elle est au cœur des circulations des œuvres d'art. Elle est un processus social qui permet de définir la valeur et la propriété des biens quand l'une ou l'autre sont incertaines. Or, dans ces sociétés, la plupart des objets, comme des missions, relèvent de ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie de la singularité. Dans les enchères, la communauté assemblée construit la valeur puisque chacun y participe, soit directement, soit en témoignant des prix auxquels objets, denrées et marchés publics ont été acquis. L'enchère est le mode marchand le plus utilisé dans l'Ancien Régime et tout peut aller aux enchères, les pommes et les fromages comme tous les biens d'occasion qui circulent, les charges politiques comme les travaux de construction. Au départ, ces ventes servent à liquider les successions après décès ou les avoirs défaillis. Dans la plupart des modalités, comme le prix fixe ou le marchandage, les principes de l'évaluation renvoient à la qualité, à la rareté, à la taille ou à toute autre caractéristique des objets. Elles en déterminent le prix. Dans les ventes aux enchères, c'est au contraire le prix qui détermine la valeur. Elles sont une réponse, grâce à la sanction de la communauté, aux incertitudes qui entourent l'objet, ainsi qu'à celle du face-à-face individuel. Il y a donc toutes sortes de ventes aux enchères et chacune renvoie à des communautés sociales particulières. Chaque type de vente a ses règles, ses pratiques et ses joueurs. En réglant l'incertitude sur la catégorie des objets mis en vente, elles permettent aussi, en signalant ceux qui, en surenchérissant, ont imposé de nouvelles hiérarchies au sein des objets, d'affirmer des identités individuelles et sociales. Elles sont finalement une forme de transaction sociale qui se déroule en public autour de l'assignation du prix et qui rend visible non seulement la valeur que la communauté attribue aux choses, mais aussi les désirs et les choix symboliques, tant individuels que collectifs. Outre son rôle dans l'échange, la vente aux enchères est aussi un des hauts lieux de la sociabilité. Les aristocrates en ont fait un lieu privilégié de la vente des œuvres d'art et des objets de collection. Les salles de vente sont alors devenues un rendez-vous où ils se mesurent les uns aux autres, des arènes où ils se montrent, où ils font admirer leur goût, leur passion et leur capacité à dépenser pour la satisfaire. Et les catalogues de vente sont autant de livres qui permettent de se familiariser avec les nouveaux savoirs et les nouveaux goûts. Toutefois, à la fin du XVIIIe siècle, les marchands arrivent à s'emparer de l'expertise et à marginaliser les joutes entre ces hommes de goût. Ainsi, les objets renaissent dans les ventes aux enchères. Ils y acquièrent de nouvelles valeurs, de nouveaux propriétaires et souvent de nouvelles définitions. Lors de ces changements de catégorie, quand l'envolée des prix signale la création de nouvelles identités pour les objets, les émotions qui parcourent l'Assemblée se libèrent dans des applaudissements qui consacrent ces nouvelles identités. Pour toutes ces raisons, dans le monde des hommes de goût, les enchères sont devenues un moment où se met en scène cette présentation de soi aristocratique autour des objets de collection. Et la vente de pièces de collection aux enchères publiques est ainsi un lieu privilégié où se montrent les hiérarchies et où s'opère la transformation de l'utilité en signification. Rien d'étonnant alors que les grandes ventes qui voient se disperser les collections renommées, comme on en fait à Paris au XVIIIe siècle, deviennent des événements mondains
commenté dans la presse et les correspondances du temps. Si les ventes aux enchères sont, quand les enchérisseurs se défient à visage découvert, mettant en avant leur goût et leur fortune, le paradigme du choix individuel, elles sont en réalité et avant tout un reflet de la force des communautés. Et une fois de plus, cette typologie ne doit pas masquer que de nombreux peintres réussissent à jouer des diverses économies, comme l'ont souligné de nombreux historiens, et en particulier Svetana Alpers dans son étude sur l'atelier de Rembrandt. Il montre que l'on se trouve très souvent en présence d'un système double de production, pour le marché, d'une part, et pour un groupe de clients individuels ou de commanditaires d'autre part, et qu'en outre, comme l'écrit Haskell, les peintres ne travaillaient pas toujours directement à la commande. Ce devient bientôt une pratique régulière pour eux que de garder dans leur atelier un petit nombre de peintures, souvent inachevées, qu'ils montraient à leurs clients en visite comme échantillon de leur travail. Si elles plaisaient, la peinture était alors terminée après que l'on se fût entendu sur le prix. À l'inverse, l'économie du goût, qui se donne à voir dans les ventes aux enchères, est également une manière pour les aristocrates d'entrer masqués dans le marché. Et Louis-Sébastien Mercier, grand polygraphe des Lumières et fin observateur des mœurs parisiennes du XVIIIe siècle, s'en fait l'écho dans le tableau de Paris. Nos seigneurs, sous le nom de curieux, sont le plus souvent des brocanteurs magnifiques, qui achètent sans besoin, sans passion, et seulement pour avoir de bons marchés, bijoux, chevaux, tableaux, estampes, antiques, etc. Ils font des haras ou des cabinets qui sont bientôt des magasins. On les croirait passionnés pour les beaux-arts. Ils aiment l'argent. Ces vases, ces bronzes, ces chefs-d'œuvre auxquels ils semblent tenir et dont ils se montrent idolâtres appartiendront à qui voudra les en débarrasser pour de l'or. Et les articles curieux et brocanteurs de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert confirment les propos de Mercier. Alors, pour conclure, prendre l'exemple des circulations des objets d'art permet ainsi de saisir combien la catégorie de marché, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'est pas la seule modalité des échanges. Il souligne à nouveau qu'il n'y a pas une économie qui régirait l'ensemble des circulations, mais plusieurs. Si on définit par économie des modalités différentes de rapport à l'échange, modalités portées par des valeurs et des pratiques distinctes. Tout échange est aussi un échange de valeurs. Merci Laurence, merci de nous avoir rappelé à la grandeur de Shakespeare en particulier et qu'au fond la Renaissance nous aide beaucoup à comprendre bien des phénomènes d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à la salle où il y a, je n'en doute pas, beaucoup de questions, mais au fond, est-ce que, puisque vous êtes toutes les deux là, peut-être déjà une question. Il m'a semblé qu'en entendant Alexandra tout à l'heure, on avait véritablement, face à Dewey, en lisant Dewey tel qu'elle le présentait, l'idée d'une sociologie qui se présentait plutôt comme une théorie de la culture, hein, dans le plus grand sens du terme. Et j'étais très frappée en vous écoutant, je crois Elisabeth aussi, par le fait qu'au fond, on avait l'impression de quelque chose de familier. Quand on connaît un peu l'histoire de l'art américain depuis les années 30, on avait l'impression qu'au fond, il y avait le fantôme de Dewey derrière bien des textes et aussi bien des attitudes et des choix artistiques américains et qu'on connaît l'importance de la thématique développée par Serge Guilbeault, comment New York vola l'idée de l'art moderne, et on pensait tout à l'heure que, en fait, c'était pas tellement le fait que New York avait volé l'idée de l'art moderne, mais évidemment la rencontre du surréalisme et des avant-gardes historiques à New York dans les années 40, et puis peut-être aussi, surtout, le fait que la philosophie de Dewey a accompagné le travail des artistes américains, parce que dans ce qu'on entendait tout à l'heure, on se rendait bien compte qu'il y avait là de quoi doper toute théorie de l'art, et en particulier le déploiement magnifique d'un certain formalisme américain. Donc je ne sais pas si Alexandra voudrait... c'est pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire d'amateur à ce que nous avions entendu tout à l'heure. Oui, alors, je ne sais pas si je vais vraiment répondre, mais moi, ce qui me frappe effectivement, c'est la manière dont Dewey est complètement incorporé
évidemment aux États-Unis. Alors, je connais fort peu les théories de l'art, mais je vois ça dans d'autres domaines, notamment dans le domaine éducatif. Enfin, on a le sentiment que ce qui pour nous reste relativement difficile, au contraire de l'autre côté, alors ils ne savent plus nécessairement que c'est un rapport quelconque avec Dewey, mais c'est présent dans les manières assez ordinaires. Alors après, je ne sais pas si c'est uniquement présent aux États-Unis ou de manière plus large parmi les théories de l'art, enfin au sein des théories de l'art sur le continent européen. Je pense par exemple à un artiste comme Tino Sehgal qui pour moi a des rapports assez étroits avec par exemple les conceptions de Dewey et la manière dont l'art fait des choses au social et vraiment de plein pied dans la construction des sociétés, les formes de socialité qui s'élaborent. Voilà, j'ai le sentiment que ce n'est pas uniquement au sein de... Enfin, ce serait une hypothèse, hein, mais ce serait intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ça a pu déjà suffisamment diffuser, en quelque sorte, pour être aussi présent au-delà simplement du continent américain, nord-américain. Donc, je pense... Oui, je me place un peu dans le siège de votre question et j'adresse une question à Alexandra Bidet. Est-ce que l'intelligence pragmatique exceptionnelle de Dewey nous déconstruit finalement tous nos jugements esthétiques et artistiques qui se fondent sur des prédicats artistiques ou esthétiques des œuvres d'art et qui déconstruit finalement toute forme d'ontologie de l'œuvre d'art qui est un peu la tarte à la crème de tout jugement esthétique? Et peut-être que c'est beaucoup plus pertinent de parler de Dewey dans la pratique artistique qu'en dans des formes d'évaluation esthétique. Je me demande quelle est la position de Dewey par rapport aux prédicats esthétiques ou artistiques qui fondent des évaluations, des jugements de valeur. C'est-à-dire, une œuvre est belle, est-ce que c'est un pragmatisme là, où elle déconstruit effectivement toute forme d'ontologie de l'œuvre d'art? Alors d'abord, effectivement, vous évoquiez le versant expérience artistique, pas uniquement du point de vue de la réception de l'œuvre d'art, mais aussi de la production artistique. Et c'est vrai qu'il me semble qu'un des grands intérêts de Dewey, c'est de thématiser le travail de l'artiste. Et cette dimension-là, enfin, moi, m'intéresse beaucoup. Alors après, il y a néanmoins, dans la théorie de l'évaluation plus précisément, à un moment, il prend justement cet exemple du fait de regarder une œuvre d'art, et ça lui permet d'illustrer, entre autres illustrations, il y a celle-ci, illustrer la distinction entre ces deux facto valuings, appréciation immédiate, c'est beau, ça me plaît, et puis des choses plus élaborées qui seraient de l'ordre de propositions d'évaluation, où là, effectivement, on commence à réfléchir pourquoi ça me plaît, qu'est-ce qui est intéressant dans ce tableau, et à élaborer des choses éventuellement beaucoup plus partageables, ou en tout cas beaucoup plus thématisées. Donc voilà, je ne sais pas si je vous réponds véritablement, mais il prend l'exemple très précisément du spectacle, enfin, comment dirais-je, du fait de regarder en commun un tableau pour marquer la distinction qui est en fait assez élémentaire entre de facto valuings et des propositions d'évaluation. Est-ce que je peux poser une autre question? Je me demande quelle est la relation de Dewey avec les pragmatistes du langage, Austin, plus tard Cavell, aux États-Unis. Je ne saurais pas vous répondre précisément. Je préfère pas m'avancer sur ce terrain-là. Moi, j'essaie de toujours appliquer les choses, donc j'ai relevé plein de trucs très, très excitants, en particulier chez toutes les deux des expressions qui m'ont beaucoup fait réfléchir, penser. La valeur comme adjectif, ça va. Et alors, je me demandais, à ce propos, de ce que vous avez expliqué très brillamment, de ce que Dewey raconte des propositions d'évaluation, est-ce qu'il y avait aussi des propositions comment peut-on articuler le mot d'évaluation là-dedans? Et j'étais en train de penser aussi effectivement, à l'action qui est faite d'inaction ou de refus d'action ou comment on intègre cette relation à la négativité là-dedans. Ça, c'est une question pour vous. J'ai des questions pour vous. Mais moi, j'ai une question qui va dans le même sens.
pour Alexandra. C'est-à-dire que, je crois que ça va dans le même sens, j'avais l'impression qu'il ne portait pas beaucoup d'attention à l'existence de différentes communautés de valeurs qui coexistent dans la société et à leur affrontement et justement à la dynamique que tout ça crée. C'est bien le même genre. Alors, d'abord, ces propositions d'évaluation peuvent être, je l'ai dit, positives ou négatives. Après, là où la question de l'inaction est intéressante, c'est qu'effectivement, les exemples, quand il nous décrit soit la manière dont on embrasse un champ d'activité, soit au contraire la façon dont on s'en tient à distance, dans les deux cas, l'opérateur, c'est des conduites actives, observables, qui nous permettent de repérer. Alors effectivement, la question d'inaction, on voit qu'il y a tout un travail à faire à partir de faits observables pour essayer de comprendre ce que cache l'inaction ou ce qu'elle signifie véritablement. Est-ce que c'est une action qui est au contraire du côté d'une évaluation positive, au sens d'une contemplation, d'une participation à, d'une complète absorption, ou au contraire, est-ce que c'est une attitude beaucoup plus réticente mais la place de l'inaction, disons que ce qui est un trait aussi très important de la conception de l'action chez les pragmatistes et chez Dewey, c'est l'idée que il y a de manière assez indissociable, il y a un lien extrêmement étroit entre les formes de passivité et les formes d'activité. Donc il ne s'agit pas du tout de considérer que nous sommes tous des travailleurs incessants du social, sans cesse en train de construire du sens, d'agir, d'intervenir. Il y a une grande attention aussi portée, et c'est toute sa théorie de l'expérience, que cette attention à l'aller-retour, aux interactions entre les moments de passivité et les moments d'activité et au lien, au balancement entre les deux. Donc tout ça pour vous dire qu'il pense l'inaction, il pense aussi la passivité, ce n'est pas du tout uniquement une théorie de l'action au sens le plus étroit du terme. Alors après, sur la question des affrontements de valeurs, est-ce qu'il les pense? Alors, en un sens, il essaye très précisément de nous dire que ces affrontements de valeurs ne sont pas des... Comment dirais-je en un sens, il les pense, puisque tout son propos, c'est de nous dire qu'on peut sortir, qu'on peut trancher des débats de valeurs. Donc on peut sortir très précisément d'une logique de l'affrontement où toute divergence en matière de valeurs va ne pouvoir finalement se ouvrir que sur un état de violence, le rapport de force ou des affrontements extrêmement violents. Donc voilà, évidemment, il est beaucoup moins dans l'examen de ces situations-là où on en arrive très précisément au pur rapport de force, à la pure violence. Il est beaucoup plus dans comment penser autrement et comment considérer qu'on peut ne pas en arriver là et traiter autrement la question des valeurs pour précisément éviter ces situations-là autant que possible. Mais elles sont à la fois centrales et en même temps, ils déplacent notre regard vers une conception qui essaye de considérer qu'il n'y a pas cette seule issue aux divergences en matière de valeurs. J'avais des questions pour vous aussi. J'ai été très sensible. Vous avez parlé d'usure et de rognage. Alors tout d'un coup, ça m'a fait accéder à la matérialité de l'usure et de ce que vous disiez sur le temps, que j'ai trouvé très intéressant. Et j'aimerais vous poser une question par rapport... Je pensais, quand vous parliez à la fin de ces différents systèmes économiques, différentes façons d'échanger sous l'Ancien Régime, que vous avez magnifiquement caractérisé. Et j'étais en train de penser aux dons, justement, et aux dons aujourd'hui. Après que le don ait été passé par cette économie générale, bataille, le potelage, etc., aujourd'hui, le don, ça représente une forme assez restreinte de l'économie de l'art, mais qui existe quand même. C'est effectivement quand on donne des choses à des musées, par exemple, quand un privé donne des choses à des musées. Et j'aimerais savoir,
un peu le chemin de cette économie du don, comment elle est arrivée évidemment jusqu'à sa fonction assez restreinte aujourd'hui, peut-être dans le monde de l'art, qui correspond à un geste. Quel type quel type de résidu aristocratique ce geste trouve-t-il, ou n'en a-t-il aucun? Non, ce qui me frappe, si on suit l'économie du don, je ne l'ai pas tant cherché sur le côté aujourd'hui résiduel, sauf que c'est quand même le don à la collectivité, ça relève du mécénat, donc tout ça c'est des valeurs aristocratiques qui peuvent être travaillées démocratiquement d'ailleurs. Mais c'était plutôt le fait que j'ai lié le don à une économie politique et donc au pouvoir de cette économie politique, et qu'aujourd'hui le don est récupéré politiquement, mais lavé du pouvoir en quelque sorte. Et donc il y a toute une pensée politique qui se réclame du don, mais d'un don qui est en quelque sorte aseptisé. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la perte du pouvoir dans ce passage du don aristocratique à la pensée du don contemporain. C'est ça que je trouve, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai travaillé aussi là-dessus, c'est pour dire, n'oubliez pas l'histoire du don, et peut-être que... Il y a une chose aussi que je trouvais très intéressante, c'est-à-dire que, comme je vous ai montré, tout ça c'est quand même très mêlé, hein, et c'est pour ça que seuls des artistes sont capables de nous faire sortir les valeurs qui sont derrière, parce que dans la vie courante, tout est complètement mélangé. Mais c'est aussi que j'ai fait une digression qui m'a fait perdre mon fil. Oui, c'est-à-dire que dans l'Ancien Régime, si vous faites un don à un aristocrate, hein, ou si vous faites un don, tout le monde, par exemple les aristocrates, donnaient une partie des paiements qu'ils faisaient, alors, comme je vous ai dit, ils payaient en objets. Mais ça ne les gênait pas que ces objets aillent droit sur le marché. Et dans la circulation des objets d'occasion, parce que c'est un énorme marché, énormément de cadeaux se retrouvent dans le marché sans que ça gêne personne. Mais quand on est passé dans une économie capitaliste au XIXe siècle, alors quand les associations de bienfaisance donnaient des dons aux pauvres, ils ne voulaient pas qu'ils aillent les mettre sur le marché. Et donc ils inscrivaient sur leurs dons, ils les marquaient en quelque sorte pour que ça reste des dons et qu'ils n'aillent pas dans le marché. Et donc je trouve que ces circulations, précisément sur les valeurs qu'elles transmettent, sont absolument passionnantes. Autrement dit, une des difficultés, c'est d'imaginer un don justement dégagé de toute relation de pouvoir. Ce serait paradoxal à vous entendre. Je dirais que c'est presque impossible d'imaginer un don dégagé de toute relation de pouvoir, ce que vous appeliez tout à l'heure le don aseptisé. Enfin, peut-être pas, mais c'est intéressant de le suivre comme ça, parce qu'il y a aussi aujourd'hui, de plus en plus, dans le refus de la société marchande, des sites qui se créent où les gens donnent. Il y a une volonté, c'est ça, on arrive dans un monde qui fonctionne sur des valeurs différentes. L'usage, pas la propriété, et du coup, de plus en plus, il y a des sites internet où vous donnez vos choses plutôt que de les jeter. Donc voilà, on est en train de changer c'est ça les transformations des économies politiques d'une certaine manière, et moi je les note, mais pour le moment je ne suis pas encore assez capable de les analyser, de voir où elles traquent le pouvoir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... Encore une question pour Alexandra Bidet. Vous avez mentionné d'une manière très fugitive vers la fin de votre présentation le mot éducation qui apparaît dans Dewey. Je me demande comment est régularisée la question de la création de valeur dans un processus d'éducation qui implique à la fois des impératifs normatifs et comment il laisse la partie de optimisation, de transformation des valeurs, l'ouverture de la finalité de l'évaluation. Donc comment il mélange les deux, le normatif et le pouvoir
actif. Je vous entends pas très bien et je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Si vous pouvez la répéter un peu plus fort. Oui, plus fort, c'est bon. Donc, comment il régularise dans le processus d'éducation à la fois des formes normatives de création de valeur et d'imposition de valeur et l'ouverture active, transformationnelle de ces valeurs, de ces finalités en vue d'eux. Donc, comment il rejoint la structure, le choix des fins dans le processus d'éducation qui est essentiellement normatif, et la partie transformationnelle d'une valeur qui se transforme, qui devient active, qui reste active, qui se modifie, qui se mue. Je vais vous répondre très simplement, d'abord parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Dewey, et ensuite parce que même si j'avais un petit peu travaillé sur éducation et philosophie, je ne l'ai plus forcément là, comme ça, maintenant, en tête. Simplement, sur la question, alors si je comprends bien votre question, il y a d'un côté la dimension d'imposition de valeur que vous pensez partie prenante d'un processus éducatif. Donc là, je pense qu'il ne serait pas tout à fait d'accord, lui. Et la deuxième dimension, c'est la dimension plutôt de création de soi, c'est ça, à travers ce processus de formation des valeurs. Alors, Dewey a une théorie de l'éducation, enfin une théorie, oui, en un sens. Ce qu'il promeut, en tout cas, c'est des formes de pédagogie active qui passent par en gros, l'idée assez simple, d'apprendre en faisant. Donc c'est toujours cette même idée d'expérimentation, d'enquête collective. Donc apprendre, sortir simplement évidemment du modèle de l'enseignement magistral. Il souligne au contraire la dimension éminemment éducative de toutes les choses faites ensemble. Alors je vous dis ça un petit peu de mémoire, mais toutes les sortes d'activités qui ne soient pas uniquement l'apprentissage de contenu au sens le plus classique du terme. Il revient en particulier sur la distinction entre le travail et le jeu. Et c'est aussi dans le cadre de son ouvrage Démocratie et éducation qu'il développe cette thématisation de la notion d'intérêt, d'une manière justement toute particulière, un petit peu dans l'esprit de ce que je vous ai présenté. Voilà, donc je ne sais pas si je pourrais aller beaucoup plus loin comme ça, mais il y a effectivement un lien étroit entre sa théorie de la formation des valeurs et ce qu'il va être amené à préconiser dans le domaine éducatif, à travers cette même dimension d'expérimentation collective là au sein de la classe.